votre accueil et d'être venus effectivement aussi nombreux. Ça me fait très plaisir. Alors, vous le savez, avant, on évaluait les médicaments, mais pas trop les soins. Après, on s'est mis à évaluer les soins. Maintenant, on évalue y compris les soins en psychiatrie. Et moi, je trouve ça très bien. Mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des tensions dans la discipline autour de cette notion d'évaluation. Ces tensions ont eu une acmé au début des années 2000, quand il y a eu l'expertise collective INSERM sur l'évaluation des psychothérapies. Ou quand on le regarde maintenant avec 10 ans de recul, vous aviez un peu l'INSERM, c'est-à-dire les savants qui d'un coup arrivaient en disant à la société, ben voilà, ça marche, ça marche pas. Et la société, notamment les soignants et notamment les psychanalystes, disant mais de quel droit vous dites ça, c'est pas de la science, c'est du scientisme, et etc. Et alors, chose extraordinaire, le ministre de la Santé de l'époque, qui avait tranché en disant la souffrance psychique ne se mesure pas, donc on ne peut pas évaluer les psychothérapies. Ce qui est c'est un homme politique, il a le droit de prendre position, c'est son métier. Néanmoins, c'est une position épistémologique, comme on dit, c'est-à-dire peut-on dire qu'on ne peut pas mesurer la souffrance psychique? C'est une vraie question. Alors, si on ne peut pas la mesurer, effectivement, ça rebat les cartes complètement, parce que si on ne peut pas mesurer le fait que les gens souffrent dans leur tête, alors comment on va faire pour évaluer les soins en santé mentale? Voilà. Alors, ce qui est vraiment curieux, c'est que à peu près au même moment, ça c'était en 2004, à peu près au même moment, c'était avant le 11 septembre, George Bush avait fait paraître un acte du Congrès, le No Child Left Behind Act, disant le contraire, disant que pour évaluer, alors c'était pas les soins psychiatriques, mais c'est pas très loin, c'était pour évaluer les stratégies pédagogiques, éducatives des enfants. Eh bien, il n'y avait qu'une seule méthodologie acceptable qui était laisser randomiser. Donc vous voyez comme il est rarissime que le politique prenne des positions dans le domaine scientifique. Jamais un homme politique va dire que tel médicament est plus efficace que tel autre médicament. Il ne se reconnaîtrait aucune légitimité à dire ça. Et bien dans le champ de la psychiatrie, de l'évaluation des choses plus humaines, les hommes politiques se sentent le droit de prendre des positions scientifiques. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fonction des pays et des courants politiques, les conclusions auxquelles ils arrivent peuvent être opposées. Voilà, donc je vous propose de réfléchir 45 minutes, comme l'a dit Louis, autour de cette question, en la déclinant sous plusieurs facettes. Est-ce qu'on peut mesurer la souffrance psychique? Parce que si on ne peut pas le faire, effectivement, il va falloir penser l'évaluation différemment. Et deux, quand on regarde le monde de la recherche en psychiatrie aujourd'hui, y compris le monde de l'évaluation en psychiatrie, vous avez des études de savants. Par exemple, on évalue des psychothérapies en faisant de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Ça se fait. Vous avez de l'évaluation quantitative, mais un petit peu plus molle. C'est-à-dire, on demande à des gens de remplir des questionnaires pour leur demander s'ils se sentent mieux ou pas. Et puis, vous avez des approches qualitatives, où, plutôt que de faire des études randomisées, on demande aux gens, en prenant le temps de parler avec eux, comment ça s'est passé dans leur prise en charge, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien, qu'est-ce qui pourrait être mieux, etc. Où là, c'est encore plus mou. Et alors, là-dedans, on a l'impression, tel que notre microcosme biologique et scientifique et médical le présente, que plus c'est dur, plus c'est scientifique et plus c'est vrai. Et que plus ça devient mou, certes, c'est sympathique, on demande l'avis des gens, on se rapproche de leur vie, mais finalement, c'est pas très sérieux. Alors peut-être que c'est vrai, Peut-être qu'on est obligé, pour faire de la recherche scientifique, de réduire et de rendre les choses très dures. Et c'est peut-être la seule façon d'avoir des choses valides, mais peut-être pas. En tout cas, ça mérite de faire le clair là-dessus pour savoir, après, quand on s'installe dans une action d'évaluation, dans quelle direction il faut aller. Voilà. Donc, on commence par cette question. Après tout, donc,
on a des mesures, Douste Blazy dit on ne peut pas mesurer la souffrance psychique, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et il n'y a pas que lui qui l'a dit, et je me souviens être passé devant le conseil scientifique de l'INSERM pour défendre des mesures subjectives. Et le collègue, c'est un milieu très politiquement correct, hein. On ne dit jamais que les gens racontent des énormités, mais on leur dit, ah vous savez, oui, c'est très bien ce que vous faites, mais enfin, vous faites remplir des questionnaires, c'est bien, hein. Mais bon, un jour on fera autre chose, hein. Un jour on regardera ce qui se passe dans le cerveau, et on verra objectivement comment... ça sera la seule façon d'avoir vraiment une approche scientifique de la question. Alors je dis au collègue, c'était un collègue médecin, c'était un cardiologue. Je lui dis, mais écoutez, pas du tout, franchement je crois pas, et je vais vous donner un exemple. Alors imaginez que, dans un avenir plus ou moins proche, hein, on ait un appareil qui coûte pas cher et qui permette de savoir si quelqu'un est déprimé ou pas. Donc vous êtes clinicien, vous êtes installé, et puis vous recevez un patient, bonjour, ça va pas, ben non ça va pas, voilà, d'abord j'ai du mal à dormir, je mange plus, et puis j'arrive plus à travailler, et puis je pleure souvent, et puis même je pense à la mort, je pense à me suicider. Alors vous connaissez votre clinique et vous dites il doit être déprimé, vous prenez votre appareil, vous regardez et vous dites ben monsieur vous êtes déprimé effectivement, donc je vous propose un traitement, alors traitement médicamenteux ou pas, hein. Là n'est pas la question, mais vous proposez un traitement et puis vous dites au monsieur, ben écoutez ou à la dame, revenez me voir dans 15 jours, 4 semaines. Il revient, bonjour, bon écoutez, alors voyons comment ça va, ah ben vous êtes guéri, hein, avec l'appareil vous êtes guéri. Et le monsieur dit, ben oui mais moi je suis toujours, j'arrive toujours pas quoi, enfin ça... J'ai toujours du mal à dormir, je suis toujours triste et vous savez même, je pense toujours à la mort. Et donc je dis au collègue, alors qui a raison? Qui a raison? Est-ce que c'est l'appareil objectif qui dit que l'individu est déprimé ou pas? Ou est-ce que c'est l'individu qui vient vous voir et qui vous dit, mais vous savez, moi, je vais toujours mal? Et là, il s'arrête, il me regarde et il me dit, ah mais oui, mais en médecine, c'est toujours comme ça. Vous voyez, c'est que, ce qu'il voulait dire, c'est qu'en médecine, il y a une espèce d'idéalisation du fonctionnement de l'être humain, que ça soit psychique ou du corps, hein. Et puis, donc voilà, et dans les hôpitaux universitaires, on a quand même beaucoup ça, hein, il faut être honnête, hein, c'est-à-dire une médecine très scientifique, où, d'ailleurs, on a des médecines universitaires qui sont définies par des organes, hein, on a des cardiologues, et la psychiatrie échappe un peu à ça, d'ailleurs, et c'est ce qui fait son charme. Mais autrement, quand on a des cardiologues, des pneumologues, des dermatologues, des néphrologues, des rhumatologues, etc., c'est vraiment pas basé sur le sujet, c'est basé sur le fonctionnement de ces organes, hein. C'est comme ça que c'est structuré la médecine. Et donc, vous avez des médecins qui se focalise sur l'organe. Et puis, en fait, vous avez un autre champ de la médecine, en particulier celle des médecins généralistes, où vous savez qu'en fait, un patient sur deux qui va voir un médecin généraliste, quand il ressort, il n'a pas de diagnostic précis parce que c'est trop compliqué, hein. Le patient vient avec une plainte. Le patient vient avec une plainte. Cette plainte est compliquée à décrypter. On propose un traitement à propos duquel on pense que c'est celui qui marchera le mieux, mais dans le fond, on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Et on se rappelle là que la base de la définition d'un malade, c'est pas celui qui a une maladie, c'est celui qui vient sonner à la porte d'un médecin parce qu'il va pas bien. C'est la plainte qui fait le malade. Et donc quelque part, normalement, ce qui devrait faire le gold standard, c'est-à-dire la mesure de référence du fait que l'individu se trouve guéri ou va mieux, c'est quand lui le dit. Si lui dit qu'il va mieux, alors, par principe citoyen, par principe même fondamentalement humaniste, eh ben, il va mieux. Alors on sait que c'est pas aussi simple que ça. Parfois, il y a des gens qui disent aller moins bien, alors qu'en fait, ils disent autre chose en disant ça, et qu'on voit par ailleurs qu'ils vont mieux. Et il y a des gens qui vont moins bien et qui disent si, je vous assure, ça va mieux, je suis en train de guérir, alors qu'à l'évidence, c'est pas ça, et qui disent ça pour... C'est une forme d'attitude de prestance, hein, de gestion que l'on peut avoir de ses propres difficultés. Donc bien sûr, c'est pas simple. Mais il y a quand même là, c'était quand même là un symptôme, c'est le fait que dans une communauté de gens fort intelligents, hein, on en venait à considérer que la vie du patient, finalement, devait passer après l'avis d'un examen complémentaire pour déterminer si le patient allait mieux ou pas. Voilà. Alors,
Bon, alors, la question qui se pose après, si c'est vrai que, je pense que, bon, j'ai l'impression que vous êtes d'accord, mais forcément, c'est pas parce qu'on est tous d'accord qu'on a raison. Hein. On pourrait se dire, oui, c'est vrai que c'est quand même important que quand on soigne un patient, qu'à la fin, pour décider si le patient va mieux ou pas, c'est quand même lui qui s'exprime, qui le dise, même si le soignant est là pour l'aider à dire que ça va mieux ou que ça va moins bien. Il faut aider les gens à dire que ça va mieux ou ça va moins bien. C'est pas forcément facile. Mais je crois que de façon sociale, enfin, de façon sociétale, hein, la plupart des gens considéreront ça, et que le fait que l'organe va mieux, que l'examen complémentaire est normalisé, certes c'est très important. Hein. Qu'un diabétique normalise sa glycémie, c'est très important. Il n'est pas capable de se rendre compte qu'il va mieux sinon. Donc certes c'est très important, mais in fine, ça ne peut pas représenter un critère de référence. Bon, alors après se pose la deuxième question qui est celle de Douste-Blazy. C'est-à-dire, effectivement, la souffrance psychique, c'est important que les gens souffrent moins, c'est important, et c'est même sûrement ça le plus important. Mais est-ce que ça se mesure? Et là, en fait, figurez-vous qu'en fait, c'est extraordinairement compliqué. Quand on regarde même la définition des mots, hein, qu'est-ce que ça veut dire que mesurer quelque chose? Eh bien, en réalité, les gens ne sont pas d'accord. Et les champions de la mesure, qui sont les physiciens, ont fini par conclure, c'était Édouard Brézin, ancien président de la Société française de physique, qui dit régulièrement, je ne sais toujours pas ce que c'est qu'une mesure, mais ça ne m'empêche pas d'en faire. Parce que mesurer, c'est attribuer des nombres à des choses. Alors, on peut attribuer un nombre à une quantité d'eau, par exemple. Voilà, je mets de l'eau dans ce verre, je mets 2 verres à côté, je sépare en 2 parties égales, ben j'ai moitié moins d'eau dans chaque verre qu'il y en avait dans le verre au départ, puisque je l'ai partagé en 2. Donc, on a bien le droit de dire, là, on peut mesurer une masse parce qu'on peut la couper en 2. Comme on peut la couper en 2, on dit qu'il y en a 2 fois moins, 4 fois moins, 3 fois moins, 6 fois moins. Donc on met des nombres. Vous voyez, il y a une certaine... Il est naturel d'attribuer des nombres à des masses. Il est naturel d'attribuer des nombres à des longueurs. On peut couper un bâton en 2. On appelle ça des grandeurs extensives. Mais la souffrance psychique ne se coupe pas en 2. Donc on a l'impression que, et là effectivement, le problème n'est pas le même. Oui, mais en physique, en fait, il y a plein de mesures qui sont comme ça. La température, par exemple... Hein, pourquoi on a le droit d'associer un nombre à une température? On peut dire il fait plus chaud, il fait moins chaud. Ça a du sens. Mais dire il fait 2 fois moins chaud, il fait 2 fois plus chaud, c'est vu de loin, hein, ça n'a pas de sens. Hein. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, comment on a fait historiquement pour mesurer la température? Au début, les gens disaient ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire il fait plus ou moins chaud. Après, en fait, l'astuce diabolique qu'il y a eu, c'est de rattacher la température à la dilatation d'un corps. Hein, on montre effectivement, enfin on montre. Oui, c'est ça, c'est là, il y a des dérapages. On dit, on montre que, bon, un barreau de métal, il est plus long quand il fait plus chaud que quand il fait plus froid. Et on peut dire que si le barreau de métal si sa longueur a augmenté de 2 mm, eh bien, l'augmentation de température est 2 fois plus importante que si ça a augmenté d'1 millimètre. Hein, c'est ce qui se passe dans le thermomètre. Hein. Mais pourquoi on a le droit de dire ça? Pourquoi on a le droit de dire ça? Vous voyez, il y a un glissement d'une température qui est ce que moi je ressens. Hein. Je ressens qu'ici qu'il fait plus chaud. Hier à la même heure, il faisait plus frais, puisque j'étais à Paris. Et ça, vous voyez, on est tous d'accord quand on dit ça. Hein. C'est une expérience subjective partagée. Il faisait plus chaud, il faisait moins chaud. Mais après d'associer ça à une grandeur physique, le dérapage, la translation de l'un à l'autre ne va pas de soi. Ne va pas de soi. Et en fait, les physiciens ont fait une espèce d'OPA là-dessus. Il y a un autre bel exemple hein, qui est le temps. Comment mesurer le temps? Alors, on sent dans notre tête que le temps passe. Dans la vie, le temps passe. Par moments, d'ailleurs, il passe vite. Par moments, on s'ennuie, il passe lentement, etc. Donc, on a une perception du temps. Et puis, il y a aussi les jours qui passent. On fait balancer une pendule.
ça fait tic-tac, on peut compter les tics et les tacs, et on dit, ben, il s'est passé tant de secondes. Vous voyez, on peut les compter. Et ce temps-là, le tic-tac, ou les jours qui passent, ben, il est tellement reproductible, on peut le mesurer tellement précisément, c'est tellement utile en pratique. La preuve, on s'est donné rendez-vous à 10 heures aujourd'hui, on s'est tous, bon, à peu de choses près, on s'est tous trouvés à peu près au même endroit, au même moment, alors qu'on n'aurait pas eu de montre, ça aurait été l'enfer, hein. On est bien d'accord. Hein. Et donc la mesure quantitative du phénomène physique est tellement efficace qu'on en oublie qu'à l'origine, ce que l'on mesure, qui est dans le fond le temps que le sujet vit à l'intérieur de lui-même, ben que l'un n'est pas directement en rapport avec l'autre. Hein. On est bien d'accord. Hein. Il y a des moments où le temps ne s'écoule pas de la même façon dans notre tête. Et ce qui est curieux, c'est que personne ne manifeste contre ça. Parce que ça a un impact dans l'évaluation des soins. Hein. Vous savez, en cancérologie, on compare des durées de survie. On compare des durées de survie. Figurez-vous que ça a comme conséquence que vous prenez un médicament, vous prenez des patients qui ont une maladie très grave qui est le cancer du pancréas. La médiane de survie est de 6 mois. Imaginez un médicament qui fasse gagner à tous les patients 6 mois de survie. C'est le médicament A. Vous prenez le médicament B, il fait gagner à 50% des patients 1 an de survie, à 50% 0. Si vous faites un essai randomisé pour évaluer le médicament A par rapport au médicament B, les deux vont avoir la même efficacité, on est d'accord, hein, puisque vous comparez des moyennes de survie. En moyenne, l'un fait 6 mois, mais il fait 6 mois à tout le monde. En moyenne, l'autre fait 6 mois aussi, mais il fait 1 an à 50% et 0 à 50%. Donc en moyenne, les deux médicaments, scientifiquement, vont être reconnus comme ayant une efficacité identique. Mais si c'est vous le malade, les deux médicaments n'ont pas du tout qualitativement le même effet. Hein. C'est pas du tout la même chose de savoir que vous avez 6 mois à vivre et non, en fait, vous avez 1 an, ou de savoir que vous avez une chance sur deux d'avoir 1 an et demi, une chance sur deux d'avoir 6 mois. C'est pas du tout la même chose. Hein. Et malgré tout, personne n'a dit que le temps ne se mesurait pas, donc on ne pouvait pas évaluer les médicaments en cancérologie. Vous voyez, hein. On se permet de critiquer des mesures en psychiatrie, on les critique même sur un plan politique, même du coup en disant, donc on ne peut pas évaluer les psychothérapies, hein, parce qu'on ne peut pas mesurer la souffrance psychique, alors qu'en fait on fait des choses au moins aussi embarrassantes dans d'autres champs de la médecine, avec un impact majeur sur les patients. Donc moi, ce qui me dérange, c'est pas que ça soit compliqué de mesurer la souffrance psychique, c'est compliqué d'ailleurs, peut-être qu'on n'y arrive pas vraiment, effectivement, mais que en fait, dans le reste de la médecine, la même question se pose et qu'on ne la voit pas. Donc il n'y a pas de raison, et ça c'est un grand classique, c'est de stigmatiser la psychiatrie par rapport au reste du champ médical. On stigmatise à la fois le soin et on stigmatise aussi la façon de faire de la recherche. Alors, pour conclure sur cette première partie, sur la mesure de la souffrance psychique, ça veut dire quoi? Alors, quand on dit qu'on mesure la souffrance psychique, quand on dit qu'on mesure de la douleur, hein, quand on dit que l'on mesure de la dépression, ça veut dire quoi mesurer ça? Puisqu'on a vu déjà que mesurer des choses comme la température ou le temps, en fait, c'était compliqué et que c'était peu en rapport éventuellement avec nos connaissances a priori de ça. Eh bien, en fait, mesurer la souffrance psychique, mesurer la fatigue, mesurer la dépression, ça repose sur ce qu'on appelle la théorie représentationnelle de la mesure. C'est que on peut décrire que quelqu'un souffre avec des mots. On peut représenter sa souffrance avec des mots. On peut dire il va beaucoup mieux aujourd'hui. Sur une transcription, une transmission, on peut dire aujourd'hui va beaucoup mieux, aujourd'hui va mieux. Mais on peut difficilement faire plus fin. Vous voyez, c'est-à-dire, il va particulièrement mieux. Il va les mots ont une limite pour représenter le fait que les gens vont plus mal ou vont mieux. Et donc, plutôt que de se limiter aux mots, on peut aussi utiliser des nombres et se dire, bah tiens, représentons-nous le niveau de souffrance psychique d'un individu entre 0 et 10, par exemple. 0, c'est il va bien. Allez bien,
C'est pas si simple que ça, on est bien d'accord. Hein. Mais allons au-delà, hein. C'est histoire de parler. Donc 0, il va bien, et 10, c'est un niveau de souffrance extrême. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Un mélancolique dans une forme anxieuse, massive, infiltrée d'angoisse et tout. C'est vrai que c'est... j'ai jamais vu des gens souffrir autant que des mélancoliques avec une mélancolie anxieuse. Donc vous avez 0, vous avez 10, puis entre les deux, on peut essayer de trouver un nombre qui représente l'intensité de la souffrance. Ça la représente, c'est tout. Hein. Plutôt que de représenter les choses avec des mots, on les représente avec des chiffres. Quel est l'intérêt? Ben, il y a un intérêt clinique qui est que vous pouvez dire le matin, ah ben quand même ce matin ça va plutôt bien, moi je dirais qu'il est 4 sur 10, et l'après-midi, cet après-midi il est 7 sur 10. Vous voyez, vous pouvez voir comme ça une évolution qui est peut-être un petit peu plus fiable, alors fiable le mot est un petit peu plus fine, que si c'était juste, ah ce matin il va plutôt bien, et l'après-midi il va plutôt mal. Ça se discute. Ça se discute. En tout cas, vous le savez, avec la douleur physique, c'est ce qu'on fait. Et pourtant, c'est subjectif. Hein. Et vous savez qu'entre douleur physique et douleur morale, c'est pas si facile que ça de faire la différence. Vous savez même que quand on fait d'imagerie cérébrale fonctionnelle, hein, quand on regarde où les zones du cerveau s'allument quand les gens ont une douleur physique et une douleur morale, en fait, c'est pas facile de discriminer les deux. Or, vous voyez, on fait des EVA de douleur partout dans cet hôpital, hein, je suis sûr. Hein. Donc, même si la douleur, 0 douleur, c'est pas si facile que ça, et une douleur à 10 sur une EVA, vous savez, c'est une abstraction, hein, on est bien d'accord. Hein. Douleur aussi importante que ce qu'on peut imaginer, ça ne veut rien dire. Hein, tant qu'on n'a pas eu mal comme ça. Hein. Malgré les inconvénients de ces instruments, finalement, ça marche. Ça marche. Et le deuxième avantage de ces mesures, c'est que on peut faire des statistiques avec. C'est qu'avec un sujet, ça peut aider, ça se discute, mais avec 50 sujets, alors là, comment voulez-vous faire des moyennes de douleur ou de souffrance quand c'est exprimé avec des mots? C'est pas possible de faire des moyennes. Donc, si vous ne pouvez pas faire de moyenne avec des mots, vous ne pouvez pas faire de statistiques, vous vous privez d'un outil extraordinaire qui est l'essai thérapeutique pour essayer de montrer qu'une prise en charge ou qu'un médicament marche mieux qu'un autre. Vous savez que la médecine a été révolutionnée avec ça, avec les essais randomisés, hein, dans le sida, dans le cancer, dans la cardiologie, etc. Et en psychiatrie aussi. Hein. En psychiatrie, par exemple, hein, les antipsychotiques sont plus efficaces que des placebos, ça je pense que tout le monde est au courant que la différence est absolument manifeste. Pour les antidépresseurs, où c'est un petit peu plus compliqué, chez l'adulte, effectivement, il y a une différence. Chez l'adolescent, c'est compliqué. Vous voyez, ce sont les essais randomisés qui montrent ça. Hein. C'était pas évident hein, de montrer qu'un antidépresseur est efficace chez l'adulte, alors que chez l'adolescent, il peut l'être, mais c'est moins évident. Quand vous n'avez que des patients que vous voyez en entretien pour discriminer les deux problèmes, c'est pas évident. Par exemple, il y aurait un petit risque suicidaire augmenté avec les antidépresseurs chez l'adolescent, pas chez l'adulte. C'est au conditionnel, c'est pas sûr, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui disent ça. Mais c'est impossible, sans les statistiques, c'est impossible de montrer un truc comme ça. Et donc, si vous ne pouvez pas faire de mesures, vous vous privez de l'usage des statistiques. Et votre pratique clinique, du coup, en pâtit. Voilà, donc... vous voyez, ces histoires de mesures, il faut dédramatiser. Hein. Douste-Blazy avait à la fois tort et raison. C'est que, bien sûr, on ne peut pas mesurer la souffrance psychique de quelqu'un, la souffrance intrinsèque qu'il a à l'intérieur de lui. D'ailleurs, même le concept de quelle est la réalité, quelqu'un souffre, mais où est la vérité de son niveau de souffrance? Ça n'a pas tellement de sens. Hein. Vous voyez, hein, ça se passe où? C'est quoi? On sait qu'il souffre, mais... comment accéder à la réalité de cette souffrance? Même en termes un peu philosophiques, c'est un peu douteux comme conceptualisation. Par contre, soyons pragmatiques, on peut dire que des gens souffrent plus que d'autres. Vous êtes d'accord? Un mélancolique anxieux, il souffre plus que quelqu'un qui a un trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse, par exemple. Il n'y a pas de... Tout le monde est d'accord là-dessus. Et on peut aller un peu au-delà, et plutôt que de dire, il souffre plus, on peut mettre des nombres derrière ça,
Et ça peut permettre de faire de la recherche clinique, et ça peut permettre du coup de mieux s'occuper de nos patients. Mais vous voyez, surtout sans considérer que le nombre se substitue à la chose. Le nombre n'est que la représentation de la chose. Mais les nombres, on va le voir dans la deuxième partie qui commence maintenant, on va le voir, c'est vrai que les nombres ont un statut dans notre société qui est extraordinaire. Dès qu'il y a un nombre, ça y est, on a l'impression que... dès qu'il y a le problème numéro un, en pédopsychiatrie en particulier, c'est le QI. C'est-à-dire que vous voyez un enfant qui est un peu en retard à l'école, etc., mais qui est sympa et qui peut avoir une vie complètement normale, se marier, avoir un boulot, etc., Et puis, comme il a des problèmes à l'école, vous mesurez le QI parce que, voilà, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi on le fait. Et puis, vous tombez sur 75 ou 70, eh ben, tout d'un coup, parce qu'il a 70, vous le dites, ça devient ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tout le monde le voit avec 70 de QI et on ne voit plus que ça. On ne voit plus que ça, et ça peut modifier sa vie, parce qu'on le voit comme ça. Et alors par exemple, personne, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de l'erreur de mesure du QI. Ce qui est quand même complètement fou. Dans toute mesure a une erreur de mesure. Toute mesure. Même les meilleurs. Eh bien, figurez-vous que quand on mesure un QI, on ne parle jamais de l'erreur de mesure. Et vous pouvez même regarder, dans Wikipédia, dans les encyclopédies, vous verrez que c'est qu'il n'y a pas. En gros, l'erreur de mesure doit être de 15 points. Si on mélange l'erreur test-retest, l'erreur, c'est-à-dire le fait que l'enfant ne répond pas de la même façon, suivant que c'est le matin, le soir, qui s'est mal réveillé, bien réveillé, etc. L'effet psychologue, les psychologues sont bien formés, et normalement ils sont formés pour que l'erreur interjuge soit la plus petite possible, mais elle existe forcément. Vous avez un ou une psychologue avec qui ça va mieux passer avec l'enfant et qui va être soutenant et qui va l'aider. Si c'est un enfant qui a une anxiété de performance, si on est un peu dur ou si on est au contraire très soutenant, il ne va pas avoir le même score. Donc il y a une part d'erreur de mesure. Puis il y a une autre erreur qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage, qui est que si on avait pris par exemple, certains items ont une valence culturelle. Si vous n'êtes pas dans la bonne culture, vous n'allez pas répondre à la question. C'est pas parce que vous avez un problème de déficience. Tout simplement, là, vous avez un décalage culturel. Si vous mélangez tout, je pense que ça fait 15 points de différence. Oui, ça change tout du coup. Quand vous dites, moi je dis aux parents de mes patients, parfois l'école demande, pour une orientation, demande qu'il y ait un QI. Donc on n'a pas tellement le choix, on le fait. Et si vous tombez sur 80, vous dites 80, mais l'erreur de mesure est de 15, donc il pourrait avoir 95. Alors bien sûr, il pourrait avoir 65. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Mais si vous voulez, vous donnez aux gens la possibilité de se représenter autre chose. Il peut avoir 95, et 95 c'est normal. Voilà. Donc ils ont la liberté de penser leur enfant comme étant normal. Alors si vous dites il a 80 QI, c'est comme ça. Oui, c'est là qu'il y a le vrai problème des nombres. C'est dans leur mésusage. Mais les nombres peuvent complètement nous aider, y compris en psychiatrie, y compris si on est psychanalyste, etc. Alors j'en arrive donc dans la deuxième partie, qui, comme on a vu qu'on peut faire des recherches quantitatives, on peut mesurer des trucs comme la souffrance psychique. Alors, du coup, est-ce que ça laisse de la place pour les recherches qualitatives? Qui est une autre question. Puisqu'on peut mesurer ce qui se passe dans le cerveau, mais on peut aussi mesurer ce qui se passe dans l'individu avec des nombres. Du coup, avec ces mesures et avec ces nombres, comme on peut faire des recherches statistiques sérieuses, qu'on les publie dans de bonnes revues, est-ce que faire des recherches de type anthropologie médicale et tout ça, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et donc ça c'est... aujourd'hui, le consensus, c'est de dire que c'est pas sérieux. On est bien d'accord. L'immense majorité des revues qui publient des recherches en psychiatrie ne publient que des recherches quantitatives. Et c'est pas qu'en psychiatrie, c'est en médecine en général. Et ça commence d'ailleurs à être pointé du doigt. On va voir pour quelles raisons. Le Lancet, le New England Journal of Medicine, les grandes revues mondiales de la médecine, il n'y a que des études épidémiologiques ou des essais randomisés.
Il n'y a jamais d'études d'anthropologie médicale, sauf dans un éditorial, si vous voulez. On va mettre ça pour des raisons politiques. Mais des papiers à l'intérieur, bon, j'exagère, il y en a un par an. Voilà. Donc les recherches qualitatives sont extrêmement marginalisées. Donc, essayons de comprendre pourquoi. Essayons de comprendre s'il y a vraiment une opposition de fond entre les deux. Hein. Ce dont on a l'impression quand même. Hein. On a l'impression, comme on dit dans notre jargon, qu'il y a un clivage. Hein. Qu'il y a des gens qui font des recherches qualitatives, qu'il y a des gens qui font des recherches quantitatives, que les seconds prennent les premiers de haut, mais que les premiers, au fond d'eux-mêmes, pensent qu'il n'y a qu'eux qui s'occupent vraiment de l'être humain, du vrai être humain. Hein. Que les autres, ils mesurent des trucs dans des populations statistiques et que ça n'a rien à voir avec l'humanité. Alors, si on prend un recul un peu historique, cette histoire, en fait, remonte de très très loin. Pascal différenciait l'esprit de finesse de l'esprit de géométrie. Hein, il disait que dans la vie, on a... alors, Pascal, vous savez, il était mathématicien et philosophe, donc il avait les deux en même temps. Hein, et qui disait que, même par moment, quand on voulait considérer la vie dans sa complexité avec finesse, alors on utilisait les mots. Et puis, quand on voulait avoir une approche plus solide de la réalité, alors il fallait conceptualiser, voire formaliser avec des mathématiques. Hein. Et qu'à ce moment-là, bien sûr, on réduisait. Hein, on regardait les choses par le petit bout de la lorgnette, mais c'était plus sérieux. C'était l'esprit de géométrie. Et que l'être humain devait se dépatouiller des deux. Il faut bien reconnaître que, encore une fois, ce point de vue aujourd'hui est assez répandu. Alors il y a même, c'est très intéressant, il y a eu, je vous en parlais un peu tout à l'heure, il y a eu des auteurs qui ont fait une psychologie de ça, qui ont fait notamment une psychologie du nombre. Hein, je vous disais tout à l'heure que le nombre a un statut psychologique dans notre société très particulier. C'est une espèce de surmoi, c'est une instance surmoïque, le nombre. Hein. C'est-à-dire que 2 plus 2 est égal à 4 et n'est pas égal à 5. Et on n'y peut rien, et c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Eh bien, c'est la seule chose dans la vie qui est comme ça. Vous pouvez discuter de tout. Vous pouvez même dire, on peut même discuter le fait que la Terre tourne autour du Soleil ou pas. Je vous promets. On peut en discuter dans la discussion. On peut discuter de tout. On peut trouver des arguments. Et si vous avez des adolescents, vous devez savoir qu'effectivement, ils sont prêts à discuter de tout. Mais 2 plus 2 égale 4, on ne peut pas discuter contre ça. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez remarqué qu'il y a des enfants qui ont des dyscalculies, qui ont des problèmes en mathématiques, où c'est pas du tout un problème instrumental, c'est un problème de relation avec leur surmoi. Hein, c'est qu'ils ne supportent pas une relation de domination par rapport à un concept. Hein, je suis sûr que vous connaissez des enfants intelligents où quand on leur demande x plus 2 égale à 0, x est égal à quoi? X est égal à moins 2, d'accord? X plus 3 est égal à 0, x est égal à combien? Ils sont en quatrième, ils sont incapables de dire, c'est impossible de dire à quoi x est égal, c'est impossible. Et c'est pas une question de retard, c'est pas une question de déficit, c'est même pas une question d'accès à l'abstraction. C'est une question qu'on on ne peut pas rentrer dans cet univers où tout est complètement raide. C'est impossible. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont anti. Il y a des gens, et il faut être honnête, chez les psychanalystes, il y en a plein de gens comme ça. Parce que c'est des gens avec une formation littéraire. C'est très bien, c'est très respectable, mais souvent, ils ont eu une formation. Vous savez, dans notre pays, c'est comme ça. Quand on a une formation littéraire, c'est que du côté des maths, on n'était pas très fort. Et ils s'organisent contre les mathématiques, qui est un objet quasiment persécutif. Et donc, quand après on dit il faut évaluer en mettant des nombres, tout d'un coup, c'est la révolution. C'est non, ne mettez pas les nombres là-dedans, c'est impossible. Vous voyez, c'est presque émotionnel, le discours qu'ils ont. On ne peut pas... et c'était le truc de Douste, la souffrance psychique ne se mesure pas. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel comme point de vue. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs que c'était pas rationnel. Donc il y a ça. Et puis on a le contraire, des gens qui sont étayés par le nombre. Les collègues psychanalystes qui disent que ça étaye une petite fragilité psychotique. C'est pas complètement
Bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ces histoires. Ça veut rien dire. Sauf qu'on comprend quand même ce qu'ils veulent dire. Vous voyez, c'est quand on a un moi un peu fragile, hein, le fait d'être structuré, de voir dans la vie que tout est comme 2 plus 2 égale à 4, etc., tout est enfermé dans des boîtes, que forcément ça étaye. Hein, ça rend les choses plus prévisibles, moins angoissantes. Et donc vous avez des gens qui voient la vie qu'avec des trucs complètement déterminés. Voilà. Et donc forcément les deux groupes se détestent. Se détestent parce que quand ils parlent de leur objet d'étude, en fait ils parlent d'eux-mêmes. Bon. Alors, après bien sûr, vous rajoutez ça, les querelles d'académie. C'est-à-dire qu'après il y a un jeu de rôle. C'est que vous avez les sciences humaines et sociales, vous avez les sciences dures, ils ont chacun des étudiants, des financements, des doctorants, des laboratoires de recherche, et que si le pouvoir des uns augmente, le pouvoir de l'autre diminue, puisqu'on est à budget constant, et donc du coup vous avez franchement intérêt à dire que les études que font les autres sont mauvaises. Donc les quantitativistes vont dire que les autres font des études qui ne sont pas sérieuses, et les qualitativistes vont dire que les quantitativistes font des études qui n'ont rien à voir avec les êtres humains. Voilà. Et que donc, c'est à chacun qu'il faut donner l'argent et pas à l'autre. Et ça, je vous promets que ça explique une bonne part du problème. Et c'est la vie. Ces enjeux de pouvoir font partie de la vie. Alors, quand on regarde du côté de la psychiatrie, on se rend compte qu'en fait, depuis toujours, la psychiatrie a eu les deux facettes en même temps. Vous avez eu, depuis toujours, hein, la psychiatrie est une discipline récente, hein, on dit que c'est Pinel qui a scellé le début de la psychiatrie. Avant, on ne sait pas trop ce que c'était, mais c'était autre chose. Et donc vous avez Alzheimer, Kraepelin, Skinner, Kandel, le prix Nobel, un des derniers prix Nobel de médecine qui est psychiatre, qui est un gars très bien d'ailleurs. Hein. Donc tout ça, ce sont des quantitativistes. Non mais... Non. On va voir que, enfin, c'est pas parce qu'on a un prix Nobel qu'on est un gars bien. Hein. Il y a Watson, vous savez celui qui a trouvé l'ADN, hein, qui à la fin de sa vie, qui est mort il y a pas longtemps, à la fin de sa vie faisait étudier la pensée. Parce que c'était Watson, il publiait dans Nature et ce qu'il publiait était inepte complètement. Ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Et ça, d'ailleurs, il n'avait aucune formation pour ça. Il faisait de la biologie moléculaire. Et comme on est en fin de vie, voilà, même si on fait de la biologie moléculaire, et dans le domaine de la recherche, c'est très sensible, plein de directeurs de recherche en fin de carrière se mettent à switcher et à faire des évaluations des psychothérapies, à s'intéresser à des patients dans des camps de réfugiés, etc. Vous voyez, on a fait de la recherche très dure pendant toute son existence, et à la fin, tout d'un coup, on s'ouvre à autre chose. Bon, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez, mais c'est pour ça que je disais Kandel, lui, est un gars bien. C'est vraiment un gars bien. Il est très fort, et en plus, il a une vraie pensée ouverte. Mais donc, depuis Alzheimer, on a des gens qui s'intéressent au cerveau. Hein. Alzheimer, Kraepelin, Skinner, Kandel, c'est des gens qui ne s'intéressent pas au sujet pensant. C'est des gens qui s'intéressent à l'organe avant tout. Et puis vous avez Janet, Bleuler, Binswanger, Devereux, qui sont des auteurs qui ont écrit des livres en fait, hein, et qui ont décrit des patients, et qui ont essayé de conceptualiser ce que c'était que la psychiatrie et ce que c'était que le patient. Donc vous avez les deux courants, et vous avez celui que je n'ai pas cité, hein, qui est Freud, qui a fait les deux. Puisque vous savez qu'en début de carrière, il étudiait les axones de Kalmar, et puis qu'en fin de carrière, il a eu des recherches très qualitatives. Donc on a les deux. On a les deux, mais on a, depuis les années 80, on a un durcissement. C'est ce que je disais tout à l'heure, et ça a été quand même reconnu. Il y a un article assez connu qui est paru dans l'American Journal of Psychiatry, qui est une revue quand même de haut de gamme, hein, d'un auteur qui s'appelle Kendler, qui a parlé de biological reductionism perspective, donc d'une perspective réductionniste biologique, dans la recherche en psychiatrie. Donc c'est pas juste un point de vue franco-français, hein, c'est aussi un point de vue américain, et c'est vrai, il faut être honnête, c'est vrai. Dans les 30 dernières années, il y a eu un durcissement de la recherche en psychiatrie avec une biologisation. Et le problème, c'est que, en fait, tout le monde finit par trouver ça normal.
C'est-à-dire tout le monde finit par trouver normal que pour s'intéresser aux patients psychiatriques, il faut s'intéresser au fonctionnement de ces neurones. Et je suis sûr qu'en fait, alors je vous dis ça, vous dites « Ah non, c'est pas bien ». Mais oui, mais faites un effort et vous verrez qu'en fait, on est conditionné à penser ça. Hein. Le patient psychiatrique, forcément, c'est à voir avec son cerveau. Alors vous me direz non, pas forcément. Hein. Il y a des dysthyroïdies qui ont des symptomatologies psychiatriques, enfin, le cortisol, bon, il n'y a pas que le cerveau. Mais enfin bon, en première approximation, c'est le cerveau. Or, le cerveau est fait de neurones. Si on comprend comment dysfonctionnent les neurones, on repart au départ, on comprend comment va dysfonctionner le patient psychiatrique. Cette pensée réductionniste, biologique, est une pensée extrêmement prégnante. Et pourtant, elle est fondamentalement fausse. Je prends en pédopsychiatrie, le rôle de la famille est complètement considérable. C'est considérable. Considérable. Comment voulez-vous expliquer le fonctionnement d'une famille à partir du fonctionnement des neurones des membres qui constituent la famille? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est inimaginable. Donc on voit bien que si on se focalise sur cette biologisation de la psychiatrie, on perd un pan complètement massif du problème. Et c'est vrai qu'il n'y a quasiment aucune recherche sur la famille. Il y a très peu de recherche transculturelle, c'est pareil. Hein. Dans le laboratoire, nous avons Marie-Rose Moreau qui fait de la psychiatrie transculturelle. Alors, bien sûr, ici, c'est particulièrement intéressant, mais même en métropole, il y a des problèmes de psychiatrie transculturelle, hein, considérables. Et là, c'est pareil, comment voulez-vous que la compréhension du neurone soit utile pour faire de la psychiatrie transculturelle? C'est pas là que se situe la question. Il faut interroger les gens, il faut aller là où ils vivent, regarder comment ça fonctionne, décrire. Et d'ailleurs, la plupart de la psychiatrie transculturelle est faite à partir d'une approche anthropologique. On peut faire autre chose, mais la plupart c'est de l'anthropologie, donc c'est qualitatif. Et donc du coup, on revient à la question, mais alors est-ce sérieux? C'est-à-dire que toutes ces recherches qualitatives, on sent bien que quelque part, effectivement, aborder la question du fonctionnement de la famille, de fonction de la psychiatrie transculturelle, tout ça c'est très important, mais alors, est-ce que c'est sérieux ou pas? Alors, quand on regarde une revue de la littérature sur la question, il y a des gens qui disent qu'il y a une différence fondamentale entre recherche qualitative et quantitative, et des gens qui ont une perspective différente. Ceux qui sont pour une différence fondamentale ont des arguments solides. Je ne les partage pas, mais les arguments sont audibles. Alors c'est quoi? Donc là je prends, et la plupart d'ailleurs c'est intéressant, la plupart des travaux pour faire les différences entre qualitatif et quantitatif sont écrits par des gens qui font des recherches qualitatives. Parce que les autres sont en position de pouvoir en ce moment, donc ils se fichent de dire qu'il y a des différences, ils sont forts, donc ils continuent. Et les autres qui sont faibles expliquent pourquoi ce qu'ils font est important. Ce qui explique qu'il y a un conflit d'intérêts. Alors ils disent, les qualitativistes, quand on fait de la recherche quantitative, on ne s'intéresse pas au sujet, on ne s'intéresse qu'à des groupes de sujets, à des moyennes statistiques. Donc par exemple, si on est addictologue, on va regarder si les femmes consomment plus de substances que les hommes, si les vieux consomment plus que les jeunes, si en milieu rural on consomme plus qu'en milieu urbain, etc. Vous voyez, on compare des groupes. Mais on n'en est pas au niveau du sujet. Alors que celui qui est qualitativiste va regarder des trajectoires de vie. Il va interroger un sujet depuis son enfance, il va regarder comment ça se passe dans sa famille, avec ses camarades, à l'école, les rencontres qu'il a eues, les rencontres positives, négatives, comment sa trajectoire de vie a été influencée pour que finalement il tombe ou il ne tombe pas dans la consommation de substances. En essayant de donner du sens à tout ça. Qu'est-ce qui a été à l'origine de, alors que les études statistiques en général ne trouvent que des marqueurs statistiquement associés. Alors, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, que les recherches statistiques ne s'intéressent pas au sujet, elles s'intéressent à un sujet moyen qui est un sujet abstrait. C'est vrai. Néanmoins, même si le sujet moyen est un sujet abstrait, ça peut être quand même très très utile en pratique de savoir par exemple que le nombre de consommateurs de cannabis ou d'alcool
âgés d'entre 11 et 14 ans a augmenté en France, métropolitaine ou pas, dans les 10, 12, 20 dernières années, hein, qu'il y a un rajeunissement de la consommation. De savoir que, par exemple, le cannabis en consommation régulière à partir de 11 ans augmente par un facteur 4 le risque de schizophrénie, c'est quand même, pour nous, c'est drôlement important. Même si ça ne concerne jamais un seul sujet, quand on est soignant, quand vous devez parler aux jeunes qui sont autour de vous, c'est quand même très important de savoir que le cannabis est un facteur de risque. Alors, on n'est pas sûr que ça soit causal ou pas. Mais enfin, entre nous, il y a suffisamment d'arguments pour dire que c'est suffisamment grave pour conseiller aux plus jeunes de ne pas consommer. Hein. Voilà, donc vous voyez, même si c'est pas... Alors bien sûr, le sujet va dire, ah oui, mais moi je sais pas, pour moi peut-être que le cannabis va rien faire. D'accord, c'est vrai que l'argument, il est philosophiquement valable, hein, mais si vous refusez, si vous dites, ah oui, mais moi j'ai 5 grammes de cholestérol, mais si ça se trouve, moi ça va rien me faire. Hein, j'ai une tension à 19-12, bah ouais, mais si ça se trouve, à moi ça va rien me faire. Etc., etc., vous n'allez pas vivre longtemps, on est bien d'accord. Hein. Même si c'est que statistique, ça marche quand même. Ça marche quand même. Donc oui, effectivement, on ne s'intéresse pas au sujet, sauf que quand vous avez des résultats qui sont majeurs, hein, quand vous avez comme avec le cannabis et la schizophrénie, hein, quand toutes les études disent la même chose, même si ça touche, même si on ne peut jamais en inférer sur un sujet, bah, il vaut quand même mieux en tenir compte. D'autant plus qu'on peut faire des études quantitatives sur un sujet. Hein. Ça s'est fait en psychothérapie notamment. Hein. Vous savez, les protocoles AB, où c'est-à-dire un patient anxieux, hein, on le prend en charge 15 jours avec une prise en charge comportementale, on arrête 15 jours, on reprend 15 jours, on arrête 15 jours, et on regarde quand il va mieux et quand il va moins bien. On peut faire des statistiques sur un seul sujet. Alors, on dit aussi que les études qualitatives sont plus exploratoires, qu'il y a moins d'a priori. Au contraire, ils sont fiers de ne pas avoir d'a priori. C'est-à-dire, ils arrivent dans un environnement, et ils regardent comment c'est, et ils le décrivent. L'a priori parasite la pensée du qualitativiste. Alors que le quantitativiste, c'est le contraire. Lui, il teste une hypothèse, et donc il va dire, je fais l'hypothèse que, je regarde ce qui se passe, si ça conforte mon hypothèse, alors j'ai démontré que. C'est vrai qu'il y a une approche d'un côté exploratoire, de l'autre côté confirmatoire. Dans les études qualitatives, on s'intéresse avant tout au point de vue du sujet. Alors là, je ne suis pas trop d'accord. Oui, c'est vrai, les études anthropologiques, on est très près de ce que les gens disent, montrent. Mais on peut faire des études quantitatives de la même façon. Alors ils disent, oui, mais quand les gens remplissent des questionnaires, ce n'est pas leur point de vue qu'ils donnent, ils cochent des cases, et on ne sait jamais à quoi ça correspond quand ils cochent des cases. C'est un peu vrai si on travaille mal. Hein? Si vous donnez des questionnaires comme ça et que les gens ils cochent à toute vitesse, c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils répondent. Hein? Mais si vous donnez un questionnaire à quelqu'un, que vous en parlez avec lui, que vous l'aidez à comprendre la question et qu'il coche la réponse en son âme et conscience, on a son point de vue aussi à lui. Il ne faut pas pousser. Hein? Faut pas pousser. Alors ils disent que dans les recherches qualitatives, les sujets sont dans la vraie vie. Alors que quand on donne des questionnaires, c'est pas dans la vraie vie, on est dans la salle d'attente d'un hôpital et que voilà, donc on est forcément, si on vous demande est-ce que si on évalue les soins, hein, est-ce que vous êtes content des soins que vous avez eus, ça a été montré d'ailleurs. Hein. Si on répond dans la salle d'attente d'un hôpital, les scores sont plus élevés que si on vous téléphone à votre domicile. Parce que vous êtes proche, vous voyez, des soignants et vous n'avez pas envie de leur dire du mal d'eux. Alors quand vous êtes retourné chez vous, vous vous sentez plus libre de dire finalement je ne suis pas content. Et c'est vrai que les qualitativistes font des efforts pour aller voir les gens dans leur environnement. C'est vrai. Mais les quantitativistes ne sont pas que des imbéciles aussi. C'est-à-dire ils peuvent interroger les gens chez eux par téléphone. Vous voyez, on peut faire des efforts méthodologiques pour vraiment capter le point de vue des gens. Alors, les quantitativistes, vous savez, sont intéressés par la notion de validité, fiabilité et de thèse d'hypothèse, de reproductibilité. Il faut qu'une expérience soit reproductible pour qu'elle soit généralisable. Alors que c'est vrai que beaucoup d'études qualitatives sont peu généralisables. J'ai bientôt fini. Sont peu généralisables. Alors les qualitativistes disent, oui mais c'est pas notre problème.
Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est des observations de qualité. Ils sous-entendent que les observations des quantitativistes sont de qualité moindre. Et là aussi, ça se discute, même si souvent ils ont un peu raison. Donc on veut des observations de qualité, et on veut surtout que l'information que l'on recueille dans notre observation corresponde à la question que l'on s'était posée, à la problématique, puisque même s'il n'y a pas de question a priori, il y a une problématique sous-jacente, et il faut que le corpus que l'on obtienne soit en relation avec la problématique. Et puis, plutôt que la représentativité de l'échantillon, on va s'intéresser à l'étendue de l'échantillon. Vous voyez, c'est-à-dire plutôt que de tirer au sort des gens et de faire des statistiques, on va prendre moins de gens, mais tous très différents. Des très riches, des pauvres, des femmes, des hommes, milieu rural, urbain, etc. Vous voyez, pour contraster les gens. Donc après, on ne pourra pas avoir de généralisation statistique, mais on pourra expliciter la diversité. Donc tout ça est intéressant, hein, tout ça est intéressant, ne serait-ce que de voir qu'on peut penser différemment en termes scientifiques, différemment de ce dont on pense d'habitude, c'est-à-dire échantillonnage aléatoire, quantification, reproductibilité de l'expérience, etc. Alors, vous avez, ça ce sont les gens qui prônent pour des différences. Et puis vous avez des gens qui prônent pour un continuum. Et ils disent, ben en fait, prenez les qualitativistes, hein, le plus qualitativiste des qualitativistes, en fait, souvent, dans son texte, il va quand même mettre quelques pourcentages. Et c'est vrai. Hein. Donc vous avez quand même toujours un peu de nombre dans une étude qualitative. À l'opposé, dans nos études qui paraissent dans nos grandes revues en psychiatrie, vous avez toujours une partie introduction et une partie discussion, où en fait c'est qualitatif. Même si vous avez fait des calculs savants dans votre partie résultat, à la fin vous interprétez les résultats. Hein. Et même souvent vous faites appel à des philosophes, etc. etc. Hein. Et donc en fait, il y a toujours un peu de recherche qualitative, d'interprétation, hein, dans les recherches médicales, hein, parce qu'effectivement les physiciens ne fonctionnent pas pareil. Hein. Et là j'en arrive à ma conclusion, c'est qu'effectivement les physiciens, eux, font des recherches quantitatives, mais tout est quantitatif en physique, hein, tout. Le temps, l'espace, la vitesse, la masse, la charge électrique, il n'y a que des nombres partout. Que des nombres partout. Et les articles des physiciens, c'est des équations. À la fin, il peut y avoir une discussion, mais ce n'est pas une interprétation. Hein. C'est juste mettre en mots ce qu'il y avait dans les équations. Tout est mathématisé. C'est pas pareil en recherche biomédicale. Hein. C'est pas pareil. Alors, vous avez donc vous avez une partie discussion, une partie introduction, où il y a un petit peu, il y a un aspect qualitatif. Excusez-moi, je perds le fil de ce que je voulais dire, mais je vais vite le retrouver. Oui, c'est ça que j'oubliais, c'est que il y a un continuum, et c'est vrai que pour ce qui est qualitatif, alors c'est vrai qu'on a besoin du qualitatif pour développer notre pensée. L'intuition, la créativité se nourrit du langage. En particulier parce que le langage est polysémique. Regardez les textes de Freud les plus intéressants, il fait passer ce qu'il voit à propos de ses patients en utilisant une langue extrêmement littéraire, voire métaphorique. Vous voyez, il représente des situations avec des métaphores. Donc une métaphore est toujours un peu polysémique par définition. Et c'est en utilisant le verbe riche qu'il arrive à faire passer son message, qu'il arrive à créer une discipline, qu'il arrive à faire passer ses intuitions. Le problème, c'est que du fait de la polysémie de la langue, au bout d'un certain temps, vous êtes capable de raconter une chose et son contraire. Et c'est ce que l'on observe dans les disciplines purement qualitatives. Au bout d'un certain temps, vous avez des gourous. Vous avez des gens, et il faut être honnête, en psychanalyse, il y en a aujourd'hui, vous avez des gens
qui ont des dogmes, racontent des trucs, et vous avez à côté, vous en avez d'autres qui disent le contraire. Et ils s'engueulent, et il y a du verbiage, et finalement, vous, quand vous essayez de comprendre qui a raison et qu'est-ce qui se passe, on n'y arrive pas, parce qu'on est noyé dans les mots. On est noyé dans les mots, dans le langage, dans les joutes oratoires, dans de la rhétorique. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir un petit peu l'aide des nombres, où là, ça formate un peu la pensée, si vous voulez. Quand on a des nombres, que l'on a des mesures, que l'on fait des expériences, on ne peut plus raconter n'importe quoi. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, une recherche scientifique aurait besoin des deux. Aurait besoin de toute façon des mots pour développer sa pensée, l'enrichir, et aurait besoin des nombres parce qu'à partir d'un certain moment, si on n'a pas les nombres, on finit par se noyer dans la sémantique. Et donc je terminerai là-dessus pour dire, c'est un petit, comme vous le voyez, c'est un petit article qu'on essaie d'écrire, c'est qu'en fait en psychiatrie, on a, même au-delà d'un continuum, on a en fait pas une opposition tranchée comme ça entre du qualitatif et du quantitatif. On a plein de situations expérimentales où les deux sont mélangés et de façon un peu particulière. Par exemple, je vous parlais du quantitatif des physiciens et du quantitatif de l'épidémiologiste, ça n'est pas le même quantitatif. Il y a des recherches quantitatives différentes. Alors en psychiatrie, vous prenez un pharmacologue qui recherche les demi-vies de la fluoxétine en fonction du moment où on a pris le médicament dans la journée, etc., etc. Souvent qu'on est un enfant, un adolescent ou un adulte. Alors là, c'est purement quantitatif. Vous avez des quantités de fluoxétine qui sont absorbées par la bouche, et vous avez des cinétiques de fluoxétine dans le sang, en fonction de l'âge. Vous n'avez que des nombres. Mais vous avez, en imagerie cérébrale fonctionnelle, en épidémiologie, vous allez corréler un flux sanguin cérébral à un score de dépression, par exemple. Mais là, il n'y a pas que des nombres. Vous voyez, vous avez un cerveau, et vous avez, avec des flux sanguins partout, et puis vous avez des concepts comme la dépression. Et en fait, là-dedans, la dépression, c'est comme la souffrance psychique. Qu'est-ce que c'est? Où ça existe? Comment ça se mesure vraiment? On n'en sait rien. On met juste un nombre qui va représenter la chose. Et dans le flux sanguin, vous savez, c'est pareil. Quand on regarde vraiment dans le détail comment marchent les IRM fonctionnels aujourd'hui, c'est pas simple, tellement pas simple qu'il faut 50 sujets pour faire des moyennes, pour réussir à voir quelque chose. Et vous allez corréler les deux, c'est-à-dire vous allez faire des statistiques. Et vous allez montrer qu'effectivement, plus on est déprimé, plus le flux sanguin est important dans l'amygdale ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas le même type de recherche quantitative que celui qui étudie la demi-vie de la fluoxétine, où lui, il trace des courbes avec des lois. Vous voyez. Il trouve que la concentration de la fluoxétine dans le plasma suit une loi exponentielle avec 3 composantes. Il a trouvé une loi. On ne peut pas trouver de loi comme ça à propos de la relation entre un score de dépression et un flux sanguin cérébral. On trouve juste des associations statistiques. Donc vous voyez, il y a des typologies de quantification qui sont différentes. Et de la même façon, il y a des typologies qualitatives qui sont différentes. Par exemple, pour prendre le cas des psychanalystes, vous avez Freud et Lacan, vous avez Freud, quelqu'un qui écrit des textes littéraires, et Lacan qui s'amusait à faire des petits schémas, vous savez, avec des flèches et des trucs comme ça, qui est presque un embryon de mathématisation de son corpus. Alors, on peut dire qu'il était fou furieux, peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il n'était pas. Mais en tout cas, regardons juste sa tentative d'opérationnalisation du corpus psychanalytique. Elle obéit à une certaine forme de formalisation. Et pourtant, les deux, autant le corpus freudien que le corpus lacanien, reposent sur des observations cliniques. Ce n'est pas des études quantitatives. Mais la façon de représenter les choses est différente. Donc vous voyez, dans notre discipline psychiatrique, on peut faire de la recherche en mélangeant le qualitatif et le quantitatif, et qu'en fait, il y a plein de façons de le faire. Et qu'on ne le dit pas assez, et du coup, on enferme les gens dans une pensée qualitative, dans une pensée quantitative, et avec des arrière-pensées de pouvoir et de discours de vérité. Et ça nous empêche de faire des recherches où l'on va mesurer les interactions familiales, où on va faire de la psychiatrie transculturelle. Et j'espère que dans les décennies à venir, on pourra faire autrement. Merci pour votre attention.